On a tous en tête la carte de la France, n'est-ce pas? Cet hexagone, on a l'impression de le connaître par cœur. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment il s'est vraiment formé? D'où il sort au fond? On le prend pour acquis, mais son histoire est loin d'être un long fleuve tranquille. Eh bien, c'est justement la question qui va nous guider. Et si, en fait, la France n'était pas une donnée naturelle, une évidence, mais plutôt le résultat d'une très très longue construction? Une idée qui a mis des siècles et des siècles à se dessiner sur la carte. Et cette image du puzzle, elle est parfaite pour ça. Elle illustre super bien l'idée centrale de cette analyse. La France vue comme une invention. Une construction, oui, assemblée pièce par pièce au fil des siècles. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire fascinante pour voir comment cette invention a vraiment pris forme. Alors, c'est parti, explorons cette idée un peu folle, non? Une nation inventée. Pour bien saisir ça, il nous faut un outil. Ça s'appelle la géohistoire. En gros, c'est assez simple, cette discipline, elle nous explique que les cartes, les frontières, tout ça, ce ne sont pas des réalités naturelles tombées du ciel. Non, ce sont des constructions humaines, le résultat de décisions, d'idées qui changent avec les époques. Bon, pour trouver les toutes premières pièces de notre puzzle, il faut remonter, et pas qu'un peu. On part explorer les contours très changeants de ce qu'on appelait à l'époque la Gaule. Regardez-moi ça. La carte de gauche, c'est fascinant. C'est la Gaule vue par le géographe Strabon au 1er siècle. Franchement, ça n'a rien à voir avec la France d'aujourd'hui, on est d'accord? À cette époque, la Gaule celtique, c'est zéro unité politique. C'est une zone super peuplée, un vrai carrefour pour le commerce, mais il n'y a pas de pouvoir central. C'est un espace de flux, de passage, mais ce n'est pas encore un territoire bien défini. Et là, tout change avec l'arrivée des Romains. La nouvelle carte, elle montre une transformation radicale. C'est le jour et la nuit. Rome va structurer tout ça en créant des provinces, en construisant un énorme réseau de routes qui converge vers Lugdunum, l'actuel Lyon. Et ça, c'est la toute première fois que cet espace est organisé, pensé de manière centralisée. Le contraste est juste saisissant. On passe vraiment d'un espace de passage un peu flou à un territoire bien structuré, avec des provinces, des villes, des routes. C'est cette romanisation qui va poser les toutes premières pierres de l'édifice. Un édifice qui, bien plus tard, deviendra la France. Après la chute de Rome, un tout nouveau chapitre commence. Et celui-là, il va être beaucoup plus lent, plus complexe. On va voir maintenant comment le royaume des Frances est petit à petit forgé sur ces vieilles fondations romanes. Alors, cette carte, c'est un moment absolument crucial, le partage de Verdun, en 843. Pour faire simple, les 3 petits-fils de Charlemagne se disputent l'héritage, et paf, l'immense empire est coupé en 3. De cette fracture vont naître, en quelque sorte, les embryons de la France et de l'Allemagne. C'est un vrai tournant. Le pouvoir se déplace du sud vers le nord, vers le bassin parisien, et une frontière de langue commence à apparaître le long du Rhin. Et regardez cette chronologie. Ça montre bien à quel point la construction a été, mais d'une lenteur incroyable. En 987, le domaine du roi de France, c'est tout petit, c'est minuscule, à peine plus grand que l'Île-de-France d'aujourd'hui. Et il va falloir des siècles pour ajouter les autres pièces du puzzle. La Normandie en 1204, la Bretagne plus de 300 ans après. Et la Lorraine, c'est carrément en 1766, juste avant la Révolution. On parle de presque 800 ans pour assembler tout ça, patiemment. Il faut bien comprendre que pendant toute cette période, du XIe au XVe siècle, il ne faut surtout pas imaginer une France unie. Le pouvoir, il est complètement éclaté. D'un côté, les rois, les grands seigneurs, les évêques dans les villes, et de l'autre, les campagnes, qui sont un vrai patchwork de paroisses. L'idée d'une France unifiée, à ce moment-là, c'est de la science-fiction. Et puis, bam, un événement va tout faire basculer, tout accélérer et changer complètement les règles du jeu. La Révolution. C'est vraiment là que l'idée moderne de la France va naître et se dessiner sur la carte. Pour bien mesurer le choc que ça a été, il y a une phrase du grand historien Fernand Braudel qui est parfaite. Il dit que, juste avant 1789, la France est encore un espace compact qui se traverse lentement. En clair, c'est un ensemble de régions qui vivent encore beaucoup les unes à côté des autres sans vraiment se mélanger. Et là, soudain, en quelques années à peine, la Révolution va tout balayer. Fini l'ancienne carte. On en dessine une toute nouvelle, et avec elle, une toute nouvelle idée de ce que c'est que la nation. L'outil de cette transformation radicale, c'est un chiffre, 83. Le 4 mars 1790, on crée 83 départements. L'objectif, il est hyper rationnel, on fait table rase du passé, des anciennes provinces, des vieilles fidélités. Le but, c'est de construire une nation une et indivisible, centralisée, où la loi est la même pour tout le monde, partout.
Mais c'est là qu'il vient un paradoxe assez fascinant, que l'historien Tocqueville avait bien vu. En voulant faire une rupture totale avec le passé, la Révolution a en fait terminé le boulot de centralisation que la monarchie avait commencé bien avant. Au lieu de détruire le pouvoir central, elle l'a rendu encore plus fort, plus efficace. Ce qui nous amène donc à la conclusion de tout ça. Loin d'être quelque chose de figé dans le marbre, la France est en fait un territoire en mouvement constant. Finalement, ce qu'il faut retenir de ce petit voyage dans le temps, c'est que la France de nos cartes, oui, cet hexagone qu'on connaît si bien, eh bien, il n'a rien d'une évidence. Ce n'est pas naturel. C'est le résultat d'une histoire longue, compliquée, faite de conquêtes, de décisions politiques, d'idées, bref, une véritable construction humaine qui n'a jamais cessé d'évoluer. Alors, pour finir, ça nous laisse avec une question, non? Si les territoires sont des constructions en perpétuelle évolution, à quoi ressembleront les cartes de demain? Parce qu'une chose est sûre, l'histoire de la carte de France, elle est loin d'être terminée.